Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Relier les enfants aux apprentissages, aux formations ou à l'éducation apparaît comme évident. Pour les adultes actifs, la pertinence d'apprendre et de se former est également reconnue, mais la notion d'éducation peut quant à elle intriguer pour ce deuxième public. Après une formation initiale et une première professionnalisation, les personnes sont incitées à suivre des formations tout au long de leur carrière et il n'est pas rare que certaines reprennent des études diplômantes et changent de métier, même à plusieurs reprises. On peut considérer comme un fait que l'adulte s'adapte tout au long de sa vie professionnelle. Il arrive par contre un moment dans le parcours de vie de l'adulte au travail, où les injonctions à la formation par la hiérarchie se font plus rares et où la disposition à entrer dans des processus de formation continue professionnelle diminue. Même si la fin de carrière est encore éloignée de 15 à 20 ans, tout de même un temps presque équivalent à la moitié d'une vie professionnelle, les adultes plus âgés commencent à s'intéresser progressivement à d'autres aspects que la seule activité professionnelle. C'est à ce moment que les apprentissages ou les formations ne semblent plus avoir la même signification pour eux, et qu'ils ne bénéficient plus de la même reconnaissance par la hiérarchie et les autres acteurs de la formation. Un acquis majeur de nos sociétés développées est la diminution du temps de travail, permettant aux personnes de disposer de périodes plus importantes à libre disposition appelées loisirs. Ce temps s'est vu augmenter grâce à l'évolution de la législation cadrant les activités rémunérées, mais également par un gain en efficience lié à l'automatisation et à l'industrialisation de certaines tâches impératives à la vie, préparation de la nourriture, hygiène, etc. Un élément central pour l'augmentation du temps de loisir a aussi été l'institutionnalisation légale des systèmes de retraite après la Deuxième Guerre mondiale. L'ensemble de ces évolutions a contribué à un allongement de la durée de vie que l'on peut considérer comme spectaculaire. Si en 1750 l'espérance moyenne de vie a été de 25 ans, notamment due à une forte mortalité infantile, en 1944, lors de la création de la retraite, elle a été d'un peu moins de 65 ans et aujourd'hui, elle dépasse les 80 ans. Pison 2005, page 1. Nous avons gagné ces dernières décennies environ 3 mois d'espérance de vie par an et contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, il s'agit d'années en bonne santé. Robin et Cambois, 2013, page 4. On peut affirmer que nous vivons aujourd'hui en moyenne plus longtemps et en meilleure santé que par le passé. L'allongement de la durée de vie contribue aussi à ce qu'on appelle le vieillissement de la population, fait qui impose à la société un certain nombre de réflexions et d'ajustements. Certains observateurs, plutôt pessimistes, prévoient par exemple la faillite des systèmes de protection sociale ou craignent les effets désastreux d'une gérontocratie. Ces prévisions se construisent sur les hypothèses d'une continuation indéfinie de la croissance du nombre des personnes âgées, assortie à une perception de l'adulte vieillissant caractérisée par la dépendance, le repli et l'égoïsme. Ces suppositions ne sont pas confirmées par les études scientifiques. En réalité, les adultes plus âgés gardent leur capacité d'acquérir des compétences et savoirs par des processus d'apprentissage tout au long de l'existence, ce qui leur permet de s'adapter à de nouvelles situations et à évoluer avec la société. Mais malgré cela, les représentations populaires n'associent pas facilement l'idée d'apprentissage, de formation et encore moins d'éducation aux personnes vieillissantes. Cette divergence importante entre savoir scientifique et représentation populaire peut s'expliquer par la relative nouveauté des connaissances sur le vieillissement humain. On peut faire l'hypothèse que ces acquis vont intégrer progressivement l'épistémé de notre époque. Ce processus est favorisé par les pratiques multiples d'activités d'apprentissage des adultes plus âgés. Le fait est peu connu du grand public qui n'est pas directement concerné, mais les adultes plus âgés apprennent et se forment dans des contextes et thématiques fort variés. Par exemple, l'utilisation du nouveau smartphone nécessite autant de processus d'apprentissage, d'appropriation des nouvelles routines pour la personne à 20, 50 ou 80 ans. Ou encore, la gestion de la santé nécessite des processus d'adaptation à travers l'acquisition de savoir et la construction de compétences à tous âges, mais la probabilité d'être touché par une affection y compris chronique augmentant en vieillissant, les opportunités d'apprentissage deviennent même plus nombreuses à l'âge avancé. Un dernier exemple est les innombrables activités pratiquées par les adultes plus âgés,
professionnelles, paraprofessionnelles, bénévoles, culturelles, sportives, récréatives, spirituelles, intellectuelles, sociales, personnelles, etc., qui peuvent nécessiter ou du moins inciter à l'acquisition ou au perfectionnement de compétences ou à l'assimilation de savoirs. Nous nous limitions ici à ces exemples qui donnent néanmoins une idée de l'ampleur potentiellement illimitée des champs et thématiques de formation, qui peuvent concerner les adultes plus âgés. La pratique éducative de ce public est très vivante et effervescente, et ceci dans des formes organisationnelles très variées. Il existe des organisations dédiées comme les universités du troisième âge ou les différents types de clubs et d'associations pour personnes âgées, des institutions d'hébergement, les organisations prestataires de formation ouvertes aussi à un public plus âgé, pour n'en nommer que quelques exemples. Mais les adultes plus âgés apprennent, comme toutes les autres personnes, également dans des contextes non formalisés voire informels, c'est-à-dire en auto-formation ou même en autodidaxie. L'existence de ces pratiques multiples et largement répandues interroge la recherche en éducation. En effet, cette dernière devrait être en mesure de justifier de manière pertinente les raisons de sa distance voire de son abstention vis-à-vis de cette thématique, ou au contraire s'y investir et intégrer ces phénomènes dans ses corpus disciplinaires. L'objectif de ce livre réside dans l'approfondissement de la deuxième option. Il tente d'établir un lien théorique entre les adultes plus âgés et l'éducation. Ceci nécessite un développement argumentatif de certains concepts, en commençant par celui d'éducation. Avec les évolutions de nos sociétés évoquées ci-dessus et les modifications des parcours de vie, il devient évident qu'apprendre n'est plus du seul ressort du monde de l'enfant et du jeune adulte. Aussi bien les enfants, les jeunes adultes, les adultes moins jeunes, les adultes un peu plus vieux et même ceux qui sont très âgés apprennent. Et ceci non pas uniquement pour s'adapter aux changements que la vie et l'environnement provoquent, mais également pour le plaisir intrinsèque à cette activité. Apprendre concerne tous les êtres humains, peu importe leur âge. Si cette affirmation peut s'argumenter avec des sources remontant à l'Antiquité, considérer le phénomène comme objet de recherche scientifique est plus récent. Dans les représentations populaires, la notion d'éducation renvoie à l'idée d'une intervention d'une personne mature sur une personne immature. Son utilisation dans le contexte des adultes peut ainsi paraître étrange voire absurde. Dans l'espace francophone, ce regard correspond aux options théoriques proposées au début du XXe siècle par des chercheurs connus du grand public, comme Durkheim et Piaget. Avec la progression de la réflexion scientifique ayant conduit à la création de la discipline universitaire des sciences de l'éducation dans les années 1960 et 1970, l'éducation est devenue pour les spécialistes un concept élargi englobant, entre autres, les personnes de tous âges. Dans ce livre, l'éducation comme concept scientifique est considérée dans ce sens large. Sans être enfermée dans un contexte organisationnel ou institutionnel particulier, comme l'école, l'éducation représente ici tout soutien plus ou moins structuré apporté à un apprenant, y compris le soutien que l'apprenant peut s'apporter à soi-même. Pour la construction de notre propos, nous nous appuyons sur quelques hypothèses de travail. Une première concerne la particularité du public des adultes plus âgés. En effet, afin de pouvoir l'analyser comme phénomène séparé, il est nécessaire de caractériser le public plus âgé comme différent par rapport à d'autres. Pour résoudre l'épineuse question de sa définition, l'âge étant un indicateur peu pertinent pour l'éducation, nous considérons comme particularité décisive identifiant ce public son positionnement, décidé par lui-même, dans la deuxième moitié de la vie. Font alors partie des adultes de la deuxième moitié de la vie les personnes se reconnaissant ainsi. L'argumentation est approfondie page 93. Mais ce facteur n'en fait pas un public spécifique de l'éducation per se. Il s'agit plutôt d'une hypothèse de travail qu'il convient de tester, travail qui se trouve entamé dans ce livre. Pour être clair sur le caractère provisoire de la supposition, il faut préciser qu'à ce stade, les critères théoriques ne sont pas réunis pour permettre l'argumentation d'une discipline universitaire spécifique qui s'intéresserait exclusivement à l'éducation et la formation du public d'adultes plus âgés. On peut constater à ce propos une différence de perception entre la pratique et la théorie. La particularité de l'éducation, de la formation, du public plus âgé possède le statut d'évidence non discutée pour les personnes y travaillant.
Au niveau théorique par contre, la réflexion est déjà confrontée à la simple exigence de définition précise de l'objet d'étude, du public concerné. Cet ouvrage tente d'apporter une pierre à l'édifice consistant à cerner théoriquement cette situation d'éducation particulière. Une base conceptuelle solide apparaît comme indispensable pour laisser se développer la réflexion de manière systématique, pour approfondir le savoir à ce sujet, et pour établir de manière générale la compréhension du phénomène en question. L'objectif réside dans la promotion de l'idée qu'apprendre est possible tout au long de l'existence, y compris aux âges avancés, afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Ce livre se structure en 3 grandes parties, partant d'une réflexion plus générale vers des aspects plus spécifiques. Le premier chapitre, Les adultes plus âgés et l'éducation, présente des éléments historiques du rapprochement scientifique entre ces deux notions. Une place importante y est dédiée à Comenius, qui fut le premier penseur à proposer un modèle éducatif englobant toute la durée de la vie. Ce sera l'occasion de traduire en français quelques éléments de ces propositions, pour nous rendre accessible cette pensée du XVIIe siècle. Il convient cependant de la considérer dans son contexte historique en gardant une distance critique. Si l'on fait abstraction de la forte dimension morale et du caractère religieux de ses argumentations, cette pensée apparaît dans sa structuration de base comme étonnamment moderne, du fait de l'implication conséquente et nuancée des différentes phases de la vie. En se rapprochant de notre époque, ce chapitre aborde aussi les notions de pédagogie, andragogie et gérontagogie, géragogie composant un ensemble de modèles qui servent à cerner le phénomène des apprentissages dans les différentes phases de la vie. De même pour l'éducation dans sa définition élargie depuis les années 1960, qui continue pourtant à éprouver des difficultés à intégrer des apprenants plus âgés dans ses réflexions. Ce chapitre apporte à ce propos quelques réflexions susceptibles de contribuer à atténuer les réticences disciplinaires. Le deuxième chapitre, intitulé « Un nouveau public pour la recherche en éducation », approfondit les raisons rendant pertinent d'intégrer les adultes de tous âges dans l'éducation. Comme cela fut déjà le cas dans le chapitre précédent par rapport à la dimension historique, le regard s'élargit ici de manière analogue à différentes aires linguistiques, anglaises et allemandes principalement. Si on tient compte de l'évolution des moyens de communication et d'échange, y compris des idées dans une dimension mondiale, il ne semble pas justifié de confiner la réflexion sur ce nouveau phénomène éducatif à une sphère culturelle unique. Nous posons par là comme prémisse que la recherche sur l'éducation des adultes plus âgés se réfère à un espace mondial, si elle ne veut pas se limiter à la simple reproduction des autoréférences locales. Ce chapitre procède en outre à l'analyse de problématiques émergentes, comme la question de la particularité d'une éducation pour un public plus âgé. Dans ce contexte apparaît comme un défi majeur la définition du public concerné, rapidement évoquée ci-dessus. Sur la base des nombreux travaux antérieurs des collègues internationaux, nous justifierons le choix de considérer à titre d'hypothèse les adultes dans la deuxième moitié de la vie comme public cible de la réflexion. Les 4 aspects mis en avant par les spécialistes pour expliquer les spécificités de ce public, à savoir l'hétérogénéité, la temporalité, les expériences et la perception de soi par soi et par les autres, sont utilisés comme indicateurs pour approfondir la compréhension de ce groupe humain. Le dernier chapitre s'intéresse aux spécificités de la recherche sur l'éducation des adultes dans la deuxième moitié de la vie. Il s'agit de dresser le portrait de la réflexion théorique dans ce champ et d'identifier les difficultés rencontrées. Dans un premier temps, nous tenterons de situer l'état de la recherche dans son évolution historique, entre une phase de problématisation plurielle pré-paradigmatique, au sens de Kuhn, et une phase post-paradigmatique structurée et spécialisée. Bien que les travaux des chercheurs témoignent de réflexions systématiques, la mise en lien des acquis des recherches d'un côté et l'approfondissement de la théorisation de l'autre reste à faire. Le champ est grand ouvert pour les chercheurs souhaitant contribuer à son exploration et à sa structuration. Le chapitre propose des pistes méthodologiques, arcs herméneutiques et thématiques, champs de problématisation, susceptibles de soutenir ce travail. Les 4 champs de problématisation: critérisation des publics, définition des besoins d'apprentissage, caractérisation des situations pour apprendre, question des non-publics,
représente une catégorisation des aspects considérés comme particulièrement pertinents dans la recherche sur l'éducation des publics dans la deuxième moitié de la vie. En l'absence d'une législation ou d'autres injonctions contraignantes, la définition du public ne va pas de soi, comme par exemple les enfants en âge scolaire pour l'école, mais se doit d'interroger les critères de choix. La même chose est vraie pour les besoins d'apprentissage. Si la formation initiale ne s'interroge pas sur les besoins en jeu parce qu'ils découlent de missions légales ou réglementaires, dans le cas du public dans la deuxième moitié de la vie, l'interrogation sur les besoins d'apprentissage et la manière de les définir s'impose. Quant aux situations pour apprendre, s'agissant d'un public pouvant faire plutôt librement ses choix quant à l'engagement dans un processus éducatif, les offres de formation pour les adultes dans la deuxième moitié de la vie ne peuvent pas être exclusivement pensées à partir des organisations et des dispositifs existants. Au contraire, les situations pour apprendre peuvent s'épanouir dans toute la largeur et la profondeur des options éducatives, allant d'un guidage formalisé jusqu'aux situations les plus autodirigées. Les non-publics, finalement, représentent le défi majeur pour l'éducation du public plus âgé. Mais paradoxalement, la question se pose déjà par rapport à son existence. Est-ce que des publics ne pouvant pas être recensés comme apprenants, s'abstiennent réellement de tout apprentissage ? La question des non-publics renvoie ainsi directement à la connaissance du public des adultes dans la deuxième moitié de la vie en général, et à la compréhension de ses pratiques éducatives. Il faut rappeler que ce livre se focalise sur la réflexion théorique. Il s'agit de cerner la base épistémologique de l'éducation des adultes dans la deuxième moitié de la vie, en vue d'une exploration systématique du phénomène à des fins de compréhension. Mais comme le sous-chapitre sur l'arc herméneutique le précise, la situation d'éducation comme fait éducatif jouera dans la recherche un rôle central. Après tout, pour la personne individuellement concernée, les découpages du cours de l'existence ne sont que des bornes plus ou moins structurantes d'un parcours qui constitue in fine une continuité que nous appelons la vie. Dans ce sens, le découpage de la vie en une première et une deuxième partie que nous retenons ici à des fins d'analyse, ne vise pas à établir une séparation nette, mais ambitionne de valoriser par la recherche l'éducation dans une phase de la vie qui le mérite. Les adultes plus âgés et l'éducation. Le XXe siècle a connu deux évolutions majeures qui nous permettent aujourd'hui d'interroger la thématique qui est la nôtre. Premièrement, l'évolution de l'espérance de vie qui peut être considérée comme spectaculaire. En effet, si elle n'avait été que d'environ 25 ans au XVIIe siècle, elle s'élevait déjà en 1950 à 63,4 ans pour les hommes et 69,2 pour les femmes et atteint dans les années 2010 79,3 ans pour les premiers et 85,5 pour les secondes, INSEE, 2015A, 2015B, Valin et Mélé, 2010. Le second phénomène marquant est la propagation de la reconnaissance de la formation des adultes au cours du XXe siècle. Si dès les premiers témoignages écrits de l'humanité il a été admis qu'apprendre ne se limite pas à une phase spécifique de la vie, les pédagogues du XIXe siècle se sont majoritairement intéressés à l'éducation des enfants et des jeunes adultes. Le XXe siècle, notamment dans sa deuxième partie, permet la redécouverte des adultes comme apprenants. Dans ce sillage, les adultes plus âgés entrent également, timidement, dans le champ de vision des spécialistes. Pourtant, depuis le XVIIe siècle existe un modèle éducatif intégrant tous les âges de la vie. Le bref aperçu historique ci-après vise à la construction de ponts de compréhension entre les sources historiques et la recherche sur l'éducation des adultes plus âgés. Grâce à une classification simplifiée, ce procédé permet de retracer des évolutions qui ne sont pas aussi linéaires que l'on pourrait le croire. L'interprétation de l'émergence de la thématique sert par la suite de base pour comprendre les difficultés que rencontrent les sciences de l'éducation dans l'intégration de ce nouveau public. Un élément en est le caractère international de la problématisation. En effet, à l'époque du dépassement économique, et dans une moindre mesure aussi politique, des frontières en Europe et au-delà, la recherche en éducation ne peut plus se permettre de rester confinée dans un corset national. Les études PISA, Programme for International Student Assessment, visant la comparaison de certains paramètres en lien avec l'éducation dans un nombre conséquent de pays, n'en sont qu'un exemple. Mais au-delà des variables standardisées,
l'échange international se trouve confronté aux barrières de langue et à la grande pluralité des termes et concepts. L'observateur s'interroge cependant de savoir jusqu'à quel point des désignations différentes comme Bildung, éducation, ou learning, sont réellement en lien avec des représentations divergentes. Ou en d'autres termes, on peut se demander si les concepts chéris et nuancés dans les contextes nationaux, parfois avec ferveur et dont certains sont même érigés au statut de constituants culturels, sont vraiment aussi uniques et typiques. Les paragraphes dédiés à cette question dans ce qui suit n'apporteront évidemment pas une réponse définitive, mais développeront de manière comparative et critique les éléments d'une problématique. Finalement, ce chapitre s'achèvera sur une argumentation des liens logiques existants entre l'éducation et le public plus âgé. Il s'agit de construire la base de la problématisation, qui sera approfondie dans la suite de ce livre. Un bref historique de la réflexion sur l'éducation des adultes plus âgés. Une des premières histoires de l'humanité conservée, l'épopée de Gilgamesh, met en scène le roi légendaire de la ville d'Uruk en Mésopotamie, Tournai et Schaffer, 1994. Dirigeant dur et violent dans ses débuts, au point que les habitants s'en plaignent auprès des dieux, le personnage évolue à travers différentes épreuves qui peuvent être interprétées comme autant de processus d'apprentissage vers le stade d'une certaine sagesse. Il est intéressant de constater que dès les débuts de la narration écrite, se trouve une histoire mettant en scène un être humain ouvert à l'évolution de soi-même. Ce constat soutient par ailleurs l'hypothèse qu'apprendre, se former ou s'éduquer a été depuis la nuit des temps une caractéristique typique de l'être humain. L'Antiquité, le XVIIe siècle et la deuxième partie du XXe siècle, les trois phases abordées ci-après, n'inventent pas quelque chose de nouveau mais conceptualisent davantage une réalité que l'on pourrait qualifier de constante anthropologique. Des témoignages dans l'Antiquité. Des témoignages indiquent déjà dans l'Antiquité des activités de formation des adultes. Il n'y a par exemple qu'à relire les philosophes grecs pour se convaincre de l'extraordinaire activité d'éducation d'adultes, plus ou moins institutionnalisée, qui s'est développée à l'époque. Bourgeois et Nizet, 1997, page 9. Dans la Bible se trouve l'affirmation que l'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises, Proverbe 15,14. Même si les adultes plus âgés ne sont pas explicitement mentionnés, on peut penser qu'ils sont intégrés de manière tacite. Chez les Romains, Cicéron évoque explicitement dans Caton l'Ancien les processus de formation des adultes plus âgés. Mais vous voyez comment la vieillesse, loin d'être languissante et inerte, est laborieuse et toujours occupée à faire et à machiner quelque chose, en rapport naturellement avec la tendance qu'avait chacun dans sa vie passée. Que dis-je ? Il y en a même qui apprennent du nouveau. Ainsi, nous voyons Solon se glorifier dans ses vers d'apprendre chaque jour quelque chose en vieillissant. Moi-même je l'ai fait en étudiant dans ma vieillisse la littérature grecque. Cicéron, 44. Apprendre et se former sont ainsi des activités dont l'exercice ne se limite pas à une phase spécifique de la vie. Elles irriguent tous les âges et on peut faire l'hypothèse que la capacité à apprendre c'est une des caractéristiques majeures de l'Homo sapiens. Dans cette mesure, nous sommes peut-être davantage des hommes apprenants, Homo dicens, que des hommes savants, Homo sapiens. Outre des témoignages, l'Antiquité nous a également légué le terme de gérontagogie, qui est réapparu au XXe siècle pour décrire la formation des personnes âgées, par exemple. Volnau, 1962. D'origine grecque, la construction de géron, vieillard, et agog, conduire, guider, fut utilisée à l'époque pour décrire de manière ironique l'art d'éduquer les vieillards, de les guider. Sous la forme verbale, gérontagogein, éduquer la vieillesse, le mot apparaît dans les comédies d'Aristophane, où le peuple athénien est présenté comme un vieillard flatté et gavé par Cléon. Et maintenant je me confierai à toi pour guider ma vieillesse et refaire mon éducation. Aristophane SD, page 128, Cavalier. Le terme fut repris par Plutarque dans la vie de Nicias dans le même esprit ironique. Comme on mène un vieillard par l'appât d'une solde, Plutarque, SD, page 146. Bien que la pratique auto-éducative des adultes plus âgés ait existé dans l'Antiquité, elle a été considérée de façon manifestement équivoque. Comenius au XVIIe siècle, le premier penseur d'une éducation de la naissance à la mort. Au XVIIe siècle,
le temps de la première modélisation est venu. Jean Amos Komensky, 1592 à 1670, dit Comenius, né sur le territoire de la République tchèque d'aujourd'hui, a connu une vie mouvementée à travers l'Europe. Grâce à ses travaux sur la pédagogie et la didactique, il est considéré comme le père fondateur de l'enseignement moderne, Schaller, 1958, page 1, et l'Union européenne a donné son nom à l'un de ses programmes éducatifs. En 1656, Comenius publie la Pampédia, une réflexion systématique sur la formation incluant aussi des publics adultes, Comenius, 1656. Le modèle comporte en réalité 8 écoles. Mais comme la dernière est la Schola Mortis, l'école de la mort, qu'il considère comme appartenant au monde éternel, à l'instar du 8e monde dans la Pansophia du même auteur, il n'évoque que Scholas Septem, dans l'introduction, Comenius, 1656, page 12, 446. Tableau 1, les 7 écoles de Comenius, Comenius, 1656, page 121 à 123. Un modèle d'école du berceau à la tombe. Toute la vie est une école pour chaque personne, du berceau à la tombe, Comenius, 1656, page 117. Chaque âge de la vie est destiné à l'apprentissage, ce qui correspond également au sens de la vie, ibidem. Les écoles se distinguent par des approches didactiques différentes. Comenius estime qu'il faut donner à chaque âge des tâches appropriées, Comenius, 1656, page 121. Pour expliquer son approche, il utilise l'allégorie d'une journée ainsi que celle de l'année solaire. La première enfance est comparée au début de la journée ou au printemps. L'adolescence et la jeunesse trouvent leur équivalence dans la deuxième partie de la matinée ou dans l'été, alors que l'adulte est assimilé à l'après-midi ou à l'automne. L'âge avancé est la soirée ou l'hiver, ibidem. Le tableau 1, page 25, indique dans les 3e et 4e colonnes les correspondances avec les mois de l'année ainsi que la signification allégorique attribuée, ibidem page 121 et 122. On peut retenir aussi les catégorisations géographiques, ibidem page 123, et les niveaux organisationnels qui semblent correspondre au modèle des systèmes éducatifs mis en place dans le contexte des États-nations à partir du XIXe siècle en Europe. L'école des adultes. En ce qui concerne les publics qui nous intéressent plus particulièrement, les adultes et les adultes à l'âge avancé, Comenius considère que leur éducation relève d'eux-mêmes. Suffisamment mûrs pour être architectes de leur propre fortune, ils n'en sont responsables que devant eux-mêmes et devant Dieu, Comenius, 1656, page 123. La Schola Virilitatis apprend l'art de comment vivre juste et mener à la bonne fin tout le sien, Comenius, 1656, page 375. Le destinataire de la formation est défini comme une personne qui a atteint complètement les limites de la forme de son corps ainsi que de ses forces. Il est maintenant à la hauteur de sa vocation, et commence à exercer réellement la profession à laquelle il s'était préparé, ibidem. L'école de l'adulte comporte 3 niveaux. 1. Ceux qui entrent dans l'âge adulte et commencent la vie professionnelle. 2. Ceux qui exercent la profession de leur vie. 3. Ceux qui terminent leur carrière professionnelle, ibidem page 379. La méthode éducative proposée est celle de l'entretien avec soi-même. Chaque personne doit se parler à elle-même, s'attribuer des tâches et les résoudre seule, ibidem. Pour Comenius, l'adulte est, par définition, celui qui est capable de s'auto-former. Nous reviendrons plus tard sur le découpage de la vie adulte, page 93, ainsi que sur les modalités de l'éducation, page 167. Pour l'instant, nous examinons l'argumentation de Comenius sur la formation du grand âge. L'influence religieuse sur la pensée de Comenius est nette. Né dans une famille croyante affiliée à la philosophie de Jean Hus, réformateur ayant été exécuté pour hérésie par l'Église catholique lors du Concile de Constance, 1415, il étudie la théologie. L'intérêt pour la pédagogie émerge plus tard, et ses travaux se construisent apparemment dans des processus autodidactes. Il perçoit la vie comme un chemin menant à la vieillesse, à la mort et à partir de là vers l'éternité. Ibidem page 387. Sur cette base, il argumente le soutien à apporter au vieillard avec 3 éléments. D'abord, les étapes précédentes et les écoles s'y référant n'existent que pour servir l'étape suivante, comme les maillons d'une chaîne. Puis, un misérable vieillard est une chose triste. Rien n'est à améliorer,
comme avec une maladie traînée. Finalement, la vieillesse est comparable à l'hiver qui est infertile selon sa nature, il ne produit pas de fruits. Il permet aux personnes seulement de savourer leurs provisions. Celui qui n'accumule rien en été et en automne souffre en hiver de la famine. Ibidem page 387. Cette perception déficitaire de la vieillesse lui attribue un rôle passif, déterminé par ce qui a été acquis dans les étapes précédentes. On peut légitimement s'interroger sur le caractère de l'éducation, par soi-même, que Comenius prévoit dans ces circonstances pour ce public. L'école de l'âge avancé. Dans le chapitre 14 dédié à la Scolassénie, il évoque le sommet de la sagesse humaine, et lui définit comme objectif d'atteindre le bonheur de la vie terrestre et de gagner l'entrée dans la vie éternelle. Il s'agit de la jouissance de la vie, fruitio vitae, Ibidem page 419. La vieillesse est considérée comme la dernière partie de la vie décroissante et comme voisine de la mort, Ibidem. Toute la vie terrestre est une école inférieure dans laquelle nous sommes préparés à l'académie éternelle. Aeternae Academiae. La vieillesse est une partie de la vie, et sert de ce fait également d'école. Mais afin qu'elle permette une évolution, il lui faut aussi ses enseignants préceptors, ses règles, ses tâches et sa discipline. 1. La vieillesse est ainsi perçue par Comenius comme dernière étape de la vie terrestre et ultime phase avant le passage vers la vie éternelle. Ce positionnement intermédiaire implique le pouvoir de modifier ce qui précédait. Avec l'image des dernières manipulations que l'on apporte à une œuvre qui nécessite la plus grande attention afin que tout ce qui précédait ne soit pas inutile. Ibidem page 421. La vieillesse est posée comme accomplissement de toutes les activités de la vie. Pour éviter que toute la vie n'ait pas été vécue en vain, il convient de préparer la gestion de cette dernière phase. 2. Ce qui est fragile doit être guidé et soutenu, et comme la vieillesse est considérée généralement comme l'étape la plus fragile de la vie, elle ne doit pas être laissée seule ou sans soutien. 3. La vieillesse possède une importance cruciale du fait de son positionnement à la fin de la vie terrestre, mais elle constitue dans ce modèle une phase à haut risque. Les vieillards auraient leurs propres erreurs, et leurs mœurs montreraient des lacunes particulières. Il convient ainsi de les équiper avec des remèdes et de les instruire sur la juste manière de les utiliser. 4. Le passage entre la vie et la mort duquel les vieillards s'approchent est en soi une chose terrible à la fois pour le corps et pour l'âme. Ibidem page 421, et toutes les consignes utiles doivent être connues. Dans l'école de l'âge avancé, il faut enseigner aux vieillards, et ces derniers doivent l'apprendre à connaître, savoir et vouloir le suivant. 1. Accomplir correctement la vie vécue jusqu'à maintenant. 2. Achever le reste de la vie de manière juste. Et 3. Terminer toute la vie terrestre de manière juste et entrer joyeusement dans la vie éternelle. 6. Ibidem page 423. Cette école possède 3 classes. 1. La classe de ceux qui se trouvent au seuil du grand âge et qui pensent aux tâches accomplies, et aux tâches qui restent à accomplir. 2. La classe de ceux qui ont atteint le grand âge et qui se précipitent d'accomplir ce qui reste à faire. 3. La classe de ceux qui ont parcouru le grand âge et qui n'attendent plus que la mort. Bien qu'il est convenant et utile de concevoir la mort dans chaque âge, dans celui-ci, c'est nécessaire. Il peut arriver que l'on meure dans les âges plus jeunes, ici par contre, c'est inévitable. Ibidem page 423 à 425. La perception de la vie ici-bas comme première entité avant une vie éternelle lui procure un caractère de préparation. Les objectifs des écoles que modélise Comenius sont ainsi en lien avec les étapes de la vie terrestre à venir, mais surtout avec la vie dans l'au-delà. Cette orientation permet d'attribuer à la dernière phase, malgré une perception déficitaire, des besoins d'apprentissage en vue de maintenir les acquis des phases précédentes, d'accomplir les tâches restantes ainsi que de se préparer à la fin de la vie sur Terre. Appréciation du modèle dans son contexte. Si on sort le modèle de son contexte religieux, il reste une approche identifiant différentes étapes de la vie. En ce qui concerne la vie adulte et l'âge avancé, elle se trouve subdivisée en 3 étapes. Chez les adultes, le critère de distinction est la maîtrise des compétences en lien avec la profession, débutants, expérimentés se dirigeant vers la fin de la carrière. À l'âge avancé,
il s'agit du positionnement dans le grand âge, notamment en termes de pouvoir d'accomplir des tâches qui déterminent le positionnement dans une des trois classes. Entrant dans le grand âge et pensant aux tâches à accomplir, se trouvant dans le grand âge et s'efforçant d'accomplir les tâches restantes, attendant la mort. Nous ne connaissons pas la logique initiale qui a guidé Comenius dans la construction de son modèle. Est-il parti d'une modélisation des âges de la vie pour leur attribuer des caractéristiques éducatives ou est-il parti des éléments éducatifs, objectifs, thématiques, pour en construire des phases successives ? Si l'on accepte que l'exercice d'une profession ou l'accomplissement d'une tâche nécessite des compétences qui s'acquièrent par des processus d'apprentissage, les critères de distinction utilisés par Comenius sont pertinents en termes éducatifs. Ce raisonnement plaiderait plutôt en faveur de la deuxième hypothèse. Cependant, cette interrogation n'est pas cruciale. En outre, nous allons revenir plus bas sur le découpage des âges de la vie et sur l'attribution d'éléments éducatifs qui leur seraient spécifiques. Par exemple dans le chapitre « Le champ de la critérisation des publics », page 152. Pour le moment, nous retenons que la modélisation en 7 écoles, avec le découpage des 2 dernières en 3 classes, apparaît comme cohérente d'un point de vue éducatif. Ceci lui vaut une place privilégiée parmi les chercheurs ayant réfléchi à cette question. En même temps, nous constatons une évolution considérable depuis le XVIIe siècle. Focalisé sur la fragilité et la faiblesse, le regard que porte Comenius sur les adultes plus âgés témoigne d'une perception déficitaire. Ce fait n'est pas anodin, car on retrouve cette même position, avec des intensités variables, aujourd'hui encore, y compris dans les modèles sur la formation des adultes plus âgés ne se référant pas explicitement à Comenius. La question de la perception de ces personnes, orientée sur les déficits ou sur les compétences, et de ses répercussions sur la compréhension de la formation pour le public âgé sera reprise plus tard dans le texte, par exemple page 125. Mais avant de passer aux évolutions du XXe siècle, nous voudrions relater comme transition une anecdote en lien avec notre thématique. Elle met en scène l'Assemblée législative française en l'année 1792, le mathématicien, philosophe et encyclopédiste Marie-Jean-Antoine Nicolas Carita, marquis de Condorcet, 1743-1794, un projet de décret, le roi et une déclaration de guerre. Le marquis de Condorcet, un éminent scientifique reconnu pour ses publications et son adhésion à la Révolution, présente le 20 avril 1792 le projet de décret relatif à l'organisation générale de l'instruction publique. Le texte fait la promotion de l'égalité des âges et des sexes devant l'instruction. En continuant ainsi l'instruction pendant toute la durée de la vie, on empêchera les connaissances acquises dans les écoles de s'effacer trop promptement de la mémoire, on entretiendra dans les esprits une activité utile, on instruira le peuple des lois nouvelles, des observations d'agriculture, des méthodes économiques qu'il lui importe de ne pas ignorer. On pourra lui montrer enfin l'art de s'instruire par soi-même, comme à chercher des mots dans un dictionnaire, à se servir de la table d'un livre, à suivre sur une carte, sur un plan, sur un dessin, des narrations ou des descriptions, des notes ou des extraits. Ces moyens d'apprendre, que dans une éducation plus étendue on acquiert par la seule habitude, doivent être directement enseignés dans une instruction bornée à un temps plus court et à un petit nombre de leçons. Condorcet, 1792. Outre le principe de la formation pendant toute la durée de vie, la proposition de Condorcet inclut des méthodes pour maintenir durablement les résultats d'apprentissage, et avec l'acquisition des compétences servant à l'auto-formation, même des principes didactiques que l'on peut considérer comme modernes. Si l'essentiel du projet avait été mis en œuvre à l'époque, nous serions aujourd'hui sans doute plus loin dans la réflexion sur ce sujet. À ce propos, hélas, on ne peut que regretter l'interruption du discours par une urgence politique. En effet, le roi se présenta à ce moment précis devant l'Assemblée pour faire adopter la déclaration de guerre aux rois de Bohême et de Hongrie, ce qui fut fait à l'unanimité moins 7 voix. Condorcet put terminer sa présentation le lendemain, mais finalement, le texte ne sera jamais voté. Les préoccupations belliqueuses prioritaires, et probablement aussi l'absence d'une volonté politique plus large, nous ont privés d'une première institutionnalisation de la formation pour des publics de tous âges. Il est de ce fait intéressant de suivre et d'analyser les évolutions présentes et à venir. Peut-être que maintenant, 220 ans après ces faits, les temps sont plus propices.
Les évolutions vers l'époque contemporaine et la situation actuelle. Les travaux sur l'éducation des XVIIIe et XIXe siècles ont été largement focalisés sur les enfants. Bien sûr, il existe des exceptions. Nikolai Frédéric Severin Grundtvig, par exemple, un pédagogue danois, a travaillé sur la mythologie nordique et a créé les collèges populaires s'adressant aussi à des adultes, Lawson, 1993. Ou encore le mouvement des Lumières stipulant la capacité de l'homme à sortir de sa minorité pour laquelle il est lui-même responsable, Kant, 1784. L'homme, Mensch, peut être perçu comme ne se limitant pas à la seule enfance, bien que Kant semble utiliser le terme dans un travail sur la pédagogie comme synonyme d'enfant. L'homme est la seule créature qui doit être éduquée. Nous entendons par éducation l'entretien, la discipline et l'instruction à côté de la formation, Bildung. Par conséquent, l'homme est nourrisson, dans le sens qui doit être nourri, élève qui doit être éduqué, et apprenti dans le sens d'apprenant, Kant, 1803, page 1. En même temps, la précision apportée quant à la signification de minorité permet de situer les adultes comme cible des Lumières, la minorité, Unmündigkeit pouvant être également traduit par immaturité, et l'incapacité de se servir de son intelligence sans être guidé par un autre. Mais si les préoccupations pouvant être qualifiées d'éducatives ne se limitent pas absolument à l'enfance, la postérité a surtout retenu les penseurs considérés comme pédagogues du fait de leur intérêt pour les enfants, comme Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel, Francisco Ferré, John Dewey, Maria Montessori pour ne nommer que 6 des 15 pédagogues présentés par un groupe de spécialistes internationaux, UCE 2013. L'exception notable est le psychologue Carl Rogers, évoqué également dans l'ouvrage cité, qui s'intéresse au XXe siècle au soutien au processus d'apprentissage chez des étudiants. Son approche non directive influencera considérablement la formation des adultes de tous âges, Bertrand et Valois, 2013. Notons également parmi les exceptions Paulo Freire, dont la méthode d'alphabétisation vise des adultes, Freire, 1970. L'assimilation quasi exclusive de l'éducation à l'enfance se poursuit, et se conceptualise au début du XXe siècle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.